Ok, on va enchaîner avec la deuxième partie des bases de N8N. La fois passée, on a vu entre autres les bases de N8N, comment est-ce que N8N fonctionne, l'interface, les différents points clés, les différents points les plus importants à retenir sur l'interface de N8N, où est-ce qu'il faut aller pour régler tel ou tel problème. On va continuer dans la même perspective aujourd'hui. On va cette fois-ci commencer par développer notre premier workflow, mais on va s'appesantir aujourd'hui sur les agents IA, parce que c'est ce qui se fait le plus aujourd'hui sur N8N. Quelles sont les différentes parties d'un agent IA. Et ensuite, on va enchaîner sur les différentes nouveautés qu'N8N a lancées récemment pour décupler notre productivité sur la plateforme tout simplement. Let's go. Donc, on va enchaîner avec les nœuds HTTP. Donc déjà, pour créer un workflow, n'oubliez pas cette règle importante de toutes les façons. Voilà, sans ça, vous ne pouvez pas exécuter votre workflow. Un workflow commence toujours par un trigger qui est un déclencheur. Il y a différents types de triggers déjà dans un premier temps. Voilà, un déclencheur peut être lié par exemple à une application, un événement qui se passe sur une application. Donc, lorsqu'un événement se produit sur une application, une automatisation est directement déclenchée. Donc, ce qui fait qu'on a plusieurs types de déclencheurs de trigger ici. Donc, le trigger manually, c'est ce que vous allez très souvent utiliser. Le on-app event, c'est ce que je vous disais tantôt. Lorsqu'il y a un événement sur une application, donc l'automatisation est enclenchée directement. Donc, il y a pas mal de triggers liés à pas mal d'applications. Aujourd'hui, vous avez vu Google Drive, Google Sheet, etc. Donc, il y a pas mal d'applications qui ont des triggers sur N8N. Donc, on schedule, c'est pour démarrer le workflow quotidiennement. Si vous avez un intervalle de temps dans lequel vous voulez démarrer le workflow ou une heure précise dans lequel vous voulez démarrer le workflow, chaque jour, vous pouvez la programmer avec le on schedule. Donc ensuite, on a le on webhook call. Donc lorsqu'il y a un événement sur le serveur, l'automatisation est déclenchée instantanément. On va voir ce que c'est qu'un webhook un peu plus loin dans la vidéo. Donc on form submission, lorsque un formulaire est rempli, donc on enclenche donc l'automatisation. Donc vous pouvez l'utiliser si vous avez des formulaires remplis par exemple. Donc ensuite on a le when executed by another work. Lorsqu'un autre workflow fait appel donc à ce workflow, donc on enclenche l'automatisation. Maintenant on a le on chat message. Voilà, lorsqu'on reçoit un message du chat, donc on enclenche tout simplement l'automatisation. Donc vous avez pas mal de triggers ici que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous vous exercez sur N8N tout simplement. Donc le trigger manually, c'est ce qu'on va utiliser pour notre workflow, pour vous expliquer un peu comment fonctionnent donc les modules HTTP et les modules webhook. C'est ce qu'on va attaquer là maintenant. Donc là, on va intégrer le module HTTP. Donc je vais chercher HTTP. Donc là, hop, là, je récupère le module HTTP. Donc le module HTTP fonctionne un peu comme voilà ce que fait votre navigateur par exemple. Ok, je prends par exemple ce site. Avant d'obtenir ce site-là, il y a une requête qui a été effectuée derrière avant l'affichage de la page. Donc cette requête qui a été effectuée, c'est une requête HTTP qui a été effectuée vers le serveur de ce site web, et la réponse en retour, c'est le code source de cette page là qui est tout simplement affiché. Donc vous allez voir, hop là, donc on va reprendre ce même lien là, donc on va la coller tout simplement là, hop là. Donc voici le lien, on va rien mettre, on va garder la méthode à get parce que c'est le get qui est utilisé généralement. Hop là, on va tester. Et vous allez remarquer que c'est le code source de la page qui m'est littéralement renvoyé. Donc voilà, donc lorsque vous allez dans data ici, dans le JSON, tac, vous avez le code source de la page. Et donc c'est le code source de la page qui est renvoyé, qui est maintenant traduit par le navigateur, et vous avez donc les belles images qui s'affichent donc sur votre navigateur. Donc c'est comme ça à peu près qu'un navigateur fonctionne. Il envoie une requête sur le serveur et le serveur lui renvoie une réponse en retour. Maintenant, comment est-ce que fonctionne le webhook? Le webhook, c'est le contraire du HTTP request. C'est plutôt le serveur qui envoie maintenant une requête à l'utilisateur. Ça veut dire que lorsqu'un événement se déclenche sur le serveur, immédiatement une requête est envoyée à l'utilisateur. Ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être voilà la logique du workflow que vous allez mettre tout simplement en place. Donc pour utiliser un webhook, donc tout simplement ce qu'on va faire, on va rajouter un module webhook. Donc on fait add node, on va chercher donc tout simplement webhook. Donc on va utiliser donc le trigger du webhook. Donc lorsque je fais appel au module webhook ici, donc j'ai le lien tout simplement qui s'affiche là avec les différentes méthodes, voilà, get, etc. ici. Donc vous avez une URL de test. Lorsque vous êtes en train de créer votre application et que vous êtes en phase de test, vous utilisez le lien. Lorsque maintenant l'application est grand public, vous pouvez switcher donc sur ce lien là. Donc vous avez un lien test et un lien de production. Donc on a la partie méthode ici. Donc dans la partie méthode, on a le post, le get. Le get, c'est ce qu'on a utilisé voilà au niveau du HTTP. On peut aussi utiliser un post aussi au niveau du HTTP. Donc il y a pas mal de méthodes pour requêter donc sur voilà un serveur. Donc ici, ce qu'on va choisir ici, c'est le post. Tac. Ce que je vais faire, c'est tout simplement désactiver, voilà, ce workflow là, tac, je vais désactiver. Voilà, j'ai créé un autre workflow ici avec un HTTP request. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement retourner au niveau du webhook ici, reprendre ce lien là, hop là,
tac, et envoyer des informations à ce lien-là. Et vous allez voir que le webhook ici va pouvoir récupérer donc les informations lorsqu'on fera donc voilà le requêtage HTTP tout simplement derrière. Je copie le lien, je viens la coller tout simplement au niveau du HTTP ici, hop là, au niveau du lien ici, tac, parfait. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une méthode post ici et on va créer un body ici. Et dans le body, on va insérer des données. On va dire par exemple nom Jeffrey comme nom ici, tac. Donc on va voir si on pourra récupérer donc le nom et sa valeur de l'autre côté ici. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est faire un listen test event. Ok, comment est-ce que le webhook fonctionne? Il est à l'écoute sur le serveur, il est constamment à l'écoute sur le serveur. Dès qu'un événement ou des datas arrivent par exemple sur le serveur, tac, il enclenche l'automatisation. Ok, que va faire la requête HTTP? La requête HTTP va envoyer tout simplement des données vers le serveur. Et normalement, vu qu'il est à l'écoute, tac, dès que des données arrivent sur le serveur, il va tout de suite enclencher l'automatisation. On n'a véritablement pas d'automatisation qu'on a créée ici. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est voir donc les données qui arrivent donc au niveau du module webhook ici. Donc là, tac, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire un test step. Tac, donc là tout de suite j'ai une erreur, donc il me dit the requested webhook ECE is not registered. Ok, why is not registered? Ok, je fais un listing test event. Tac, donc je fais un test step, donc c'est bon. Donc j'avais pas activé le module était désactivé de l'autre côté, le webhook n'était pas enclenché, je veux dire de l'autre côté. Donc là, message workflow was started. Donc le workflow a été bien enclenché ici. Donc là, tout de suite, vous allez voir quand je reviens ici, vous allez voir l'ensemble des données qui est parvenu donc au serveur littéralement. Donc là, donc j'ai le host, celui qui a envoyé des informations additionnelles. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est le body, le nom Jeffrey qui a été bel et bien envoyé. Donc voilà, vous pouvez transporter des données comme ça d'une application à une autre grâce donc au HTTP, au webhook. Donc le webhook, vous pouvez l'utiliser dans le cas de figure où vous voulez enclencher immédiatement une action dès que vous recevez donc des données, des datas par exemple. Donc dès qu'une donnée arrive instantanément, boum, effectue cette action. Donc vous voyez le webhook comme voilà cette colle là, une colle qui va interconnecter en quelque sorte les applications, qui va coller les applications, donc va récupérer les différentes données entre applications et exécuter des workflows derrière. Donc voilà pour ce qui est du webhook et de l'HTTP request que vous allez très souvent utiliser dans différents workflows. Donc on va attaquer la partie agent. Donc là, tac, on va supprimer ça, on va garder notre petit trigger ici et donc tac, on va enchaîner avec notre agent. Comment créer un agent IA? Vous allez tout simplement dans la partie Advanced AI ici et normalement vous avez donc le fameux nœud agent IA ici que vous allez utiliser donc pour tout simplement créer votre agent IA. Au lieu d'utiliser le clicking test workflow, on va plutôt utiliser donc un autre trigger qui est le trigger du chat. Donc voilà, pam, on va aller on chat message received et tac, voilà. On va la déplacer ici. Donc voilà. Donc on a notre petit chat qui s'est affiché ici. Donc lorsqu'on chatte, on chattera directement avec l'agent IA ici. Donc, comment fonctionne un agent? Un agent est d'abord doté de ce qu'on appelle un modèle de base. Donc, le modèle de base, voilà, c'est le LLM derrière qui va permettre à l'agent de comprendre votre question, d'analyser votre question et de vous répondre, voilà, derrière, de pouvoir formuler votre réponse derrière. Voyez-le un peu comme un humain, comme un humain fonctionne. Déjà, un humain, quand il naît, il capte des données, il analyse son environnement, la langue, etc. Et au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il évolue, il réfléchit dans la langue qu'il a appris depuis le bas âge. Si c'est le français, il réfléchit en français. Donc voilà, c'est comme ça que on fonctionne tous généralement. La langue qu'on a apprise au bas âge, c'est avec cette langue qu'on évolue progressivement. On réfléchit dans cette langue, on parle dans cette langue, on interagit dans cette langue. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Il faut un modèle de fondation derrière qui va permettre donc à l'agent IA de comprendre les questions, de réfléchir, d'analyser et de pouvoir répondre derrière. Donc ensuite, il y a la mémoire. La mémoire, c'est très important. Voilà, dans la vie d'un homme, si t'as pas de mémoire, t'avances littéralement pas dans la vie. Donc la mémoire, elle permet tout simplement de stocker donc l'historique des conversations que vous avez eues. Donc voilà, il faut une mémoire pour l'agent pour qu'elle soit performante et pour qu'elle puisse donner des réponses dans le contexte dans lequel vous discutez, par exemple. En ayant l'historique des différentes conversations que vous avez eues, donc il pourra donc
contextualiser donc votre question et pouvoir vous donner donc la réponse adéquate. Et ensuite on a la partie outils. Donc c'est cette partie qui va rajouter véritablement de la plus-value à votre agent et qui va faire en sorte que votre agent ne sera pas qu'un agent conversationnel, mais un agent qui effectue des actions grâce à des outils. C'est un peu comme, voilà, on va le ramener à l'être humain. Un développeur par exemple, c'est un être humain, donc il peut pas effectuer sa tâche s'il n'a pas de PC, s'il n'a pas de clavier, de souris, s'il n'a pas de logiciel installé. Donc tous ces éléments-là sont les outils qu'un développeur utilise pour travailler. Donc, c'est la même chose pour un agent. Un agent a besoin d'outils pour pouvoir effectuer des actions. Sans outils, il est littéralement useless. On va dire ça comme ça. Il va vous apporter des réponses textuelles, mais ne va pas pouvoir effectuer les actions comme vous le voulez. Et donc, c'est littéralement cette partie qui est véritablement le game changer des agents IA aujourd'hui. Donc voilà les trois différentes parties généralement avec lesquelles vous allez dealer, vous allez travailler avec les agents IA. Donc on va mettre notre modèle de base. Donc pour notre modèle ici, on va aller sur le modèle de OpenAI. On va utiliser le GPT-4o mini. On va choisir un compte ici. Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez vous connecter. Pour vous connecter, tout simplement, il faut créer un credential. Vous cliquez tout simplement sur Create ici et vous renseignez votre clé API. L'idée de l'organisation, c'est optionnel. Vous n'avez pas besoin de remplir cette partie. Et le base URL ici, l'URL de base, vous n'avez pas besoin de la changer. Donc, vous la gardez intacte comme cela. Tac. Donc, une fois que vous êtes connecté avec la bonne clé API, vous choisissez donc le modèle de langage que vous voulez utiliser. Si c'est le GPT-4o mini, la O1 Preview, ce genre de choses. Donc, vous avez donc le choix entre pratiquement tous les modèles de OpenAI. Donc là, on va garder le GPT-4o mini, tac, ici. Donc, on a notre modèle de base. Maintenant, on va configurer notre mémoire, la partie mémoire. La mémoire, c'est là où on va stocker donc l'historique des différentes conversations. Donc, si vous n'avez pas une base de données où stocker donc l'historique des conversations, donc vous pouvez aller avec le Windows Buffer Memory ici. Donc, c'est ce que moi j'utilise généralement pour faire des tests rapides. Voilà. Donc, après ça, vous avez d'autres options. Vous avez donc voilà une base Postgre. Si vous avez une base Postgre configurée, vous pouvez donc intégrer donc cela. Donc on va choisir le Windows Buffer ici, tac. Voilà le contexte Windows Length, c'est le nombre d'interactions que votre Windows Buffer peut enregistrer. Donc là on est à 5, ça veut dire que les 5 dernières interactions que vous avez eues dans votre chat, il sera enregistré donc dans le Windows Buffer. Donc toujours les 5 dernières interactions. Donc là vous pouvez augmenter si vous voulez, on va la garder à 5 ici. Donc après la partie tool, vous pouvez rajouter des outils comme vous voulez. Donc vous avez des vector store ici, Superbase, donc vous avez différents types de vector store. Les vector stores, ce sont voilà des bases vectorielles où vous allez stocker des documents. Lorsque vous êtes en train par exemple de créer un RAG par exemple, on fera une autre vidéo pour vous montrer ce qu'est concrètement un RAG, comment est-ce que vous pouvez créer un RAG. RAG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc c'est tout simplement un système qui permettra donc à l'agent d'aller puiser ces informations dans une base de connaissances que vous allez mettre en place avec différents documents. Ça peut être des PDF, des documents Word, ce genre de choses. Et ces documents-là, vous allez les enregistrer donc dans une base vectorielle. Donc, vous aurez besoin d'une base vectorielle pour pouvoir effectuer donc cela. Donc, on revient dans la partie tools. Hein. Voilà, excusez-moi. Tac. Donc, dans la partie tools, vous pouvez rajouter un peu de tout. Vous pouvez faire appel à un autre workflow. Vous pouvez exécuter du code Python, par exemple. Voilà, vous pouvez faire appel à une requête HTTP, vous pouvez rajouter pratiquement tout, rajouter des modules. Donc ce qu'on va rajouter ici, on va rajouter un module Gmail par exemple parce qu'on va s'envoyer un mail juste comme ça, tac. Donc voilà, parfait. Donc pour utiliser le module Gmail aussi, il faut créer une connexion. Donc c'est assez simple. Donc il faut tout simplement aller ici dans la partie credential, où vous connectez directement avec votre compte Google et puis le tour est joué. C'est ce que j'ai fait dans mon cas ici. Donc je fais un close ici. Et donc là, on va en venir à la nouvelle fonctionnalité donc de N8N qui vous permet littéralement, au lieu de remplir cette partie, ces différentes parties à la main, donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer ici. Donc là, lorsque je survole, vous voyez qu'il me dit let the model define this parameter. Donc le modèle va définir par lui-même ces différents paramètres au lieu de vous casser la tête à définir tout simplement ces paramètres là. Donc lorsque je clique là-dessus, donc on va laisser donc le modèle remplir donc ces parties là. Donc email en HTTP en format HTML, excusez-moi. Tac, on va garder le format HTML, hein, voilà, format HTML, et le message aussi, on va laisser donc le modèle effectuer cela. Donc c'est à l'agent maintenant de définir donc ce qu'il doit mettre ici, ce qu'il doit mettre ici, ce qu'il doit mettre dans la partie subject, ce qu'il doit mettre dans la partie message. Donc c'est à l'agent de définir cela, c'est plus à nous de définir cela.
Donc c'est super comme fonctionnalité, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête à configurer, à savoir ce que vous devez mettre ici, à qui vous voulez envoyer le mail ou ce genre de choses. Donc vous laissez tout simplement l'IA le faire à votre place. Voilà, ici vous pouvez rajouter autant de tools, de modules que vous voulez. Hein. Voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez faire concrètement avec l'agent IA. Littéralement ici, notre agent IA doit envoyer des mails sur la base donc des informations qu'on va lui fournir donc dans notre chat. Là c'est parti, je lui pose la question, quels sont les 10 commandements d'un bon codeur? Tac. Tout de suite, il va enclencher le trigger, ensuite va faire appel à l'agent et l'agent, tac, va donc faire appel au modèle, utiliser le modèle pour nous renvoyer tout simplement la réponse. Donc là, on a la réponse ici. Tac, parfait, voici les 10 commandements de bon codeur. Tac, on a ça. Donc là, on va lui demander d'envoyer donc cette réponse-là par mail. Donc là, la requête est simple. Envoie cette réponse par mail à dozitpro@gmail.com. Tac. Donc là, boum, il est en train de travailler. Il travaille. Donc parfait, il vient de terminer. Tac. Vous avez vu, le module a été coché. Donc il a su directement qu'il fallait donc utiliser donc cet outil, donc ce module pour pouvoir envoyer le mail. Tac, derrière. Donc on va cliquer tout simplement sur le module pour voir ce qui s'est passé. Donc tac, voici. Donc là, on a tout. Donc l'adresse mail que je lui ai spécifiée. Donc les 10 commandements d'un bon codeur. Donc c'est le sujet. Et ensuite, tac, le message. Donc on va voir si on a reçu véritablement le message. Donc voilà, on a reçu le message. Voici la liste des 10 commandements d'un bon codeur. Mais par contre là, c'est mal formaté ici. C'est littéralement mal formaté. Mais en tout cas, on a quand même la réponse. Donc on pourra prompter par la suite, itérer encore pour lui demander de reformater par exemple le mail. Et littéralement, ce style d'automatisation, vous pouvez l'utiliser pour créer une newsletter automatisée par exemple. Si vous avez une liste d'utilisateurs auxquels vous devez envoyer quotidiennement une newsletter, vous pouvez l'utiliser. Là, le mail a été bien reçu. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est tac, venir tout simplement ici. Essayez aussi d'enregistrer par exemple dans notre calendrier. Donc voilà, essayer de chercher le calendar, Google Calendar Tool, tac, boum, on l'a ici. Donc le credential, on va la créer très rapidement, on va faire un sign in. Donc parfait, on est connecté à notre compte Google Calendar, boum. Donc ce qu'on va faire ici, c'est voilà. Donc là, par défaut, on a déjà des valeurs qui sont déjà renseignées. Donc le start time, c'est-à-dire la date à laquelle l'événement qu'on veut enregistrer dans notre calendrier va débuter et puis ensuite la fin. Donc c'est enregistré par défaut. Donc ce sont des valeurs par défaut, des expressions par défaut ici. Donc ce ne sont pas des valeurs fixes. Donc ce sont des variables dynamiques ici. Et ce qu'on va faire, on va laisser donc le choix au modèle de pouvoir la renseigner parce que c'est pas forcément donc ces valeurs là qu'on va insérer à chaque fois. Et donc ce que je vais lui demander par la suite, c'est de me créer un événement où je parle des 10 commandements d'un codeur, par exemple dans mon Google Calendar. Donc là, je lui demande crée-moi un événement sur le 27/02. Voilà. À 20h sur le sujet et directement, tac, l'événement est créé. Tout de suite, l'événement est créé. Donc, on a le module qui est très bien utilisé. Donc, on va vérifier tout simplement. Voilà ce qu'on a en output ici, tac. Donc là, l'événement est très bien créé. Donc, on va aller dans notre Google Calendar pour voir si on a véritablement cela. Donc, on est sur le Google Calendar, on va descendre là et vous allez voir tout de suite. Donc, ça a été bien renseigné, les 10 commandements d'un codeur, tac. Donc parfait, donc l'événement a été ajouté avec succès. Donc voilà, c'est assez simple de créer un agent IA et d'interagir avec elle. Maintenant après, ça sera à vous maintenant de pouvoir intégrer maintenant l'agent IA dans d'autres chatbots parce que là c'est le chatbot intégré de N8N. Voilà, donc c'est le chatbot de N8N. On fera d'autres vidéos où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer un agent IA au sein de notre chatbot, un chatbot externe que vous pouvez exporter. Donc avant de terminer donc cette deuxième partie, donc on va profiter donc pour parler aussi du dernier modèle de Claude qui vient tout simplement de sortir. Comment est-ce que vous pouvez l'intégrer donc dans voilà la création d'un agent IA ici. Donc le Claude 3.7 qui vient de sortir, un super modèle pour créer, pour générer surtout du code. Tout simplement ce qu'on va faire, c'est aller sur la console d'Anthropic pour pouvoir générer donc une clé API très rapidement. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous connecter donc sur ce lien là. Le lien je vais le mettre dans la partie ressources, donc dans la partie console.anthropic.com/login. Tout de suite vous allez tomber sur cette interface. Ok, pour intégrer le dernier modèle de Anthropic, il suffit juste de venir au niveau de API Keys ici pour générer votre clé API ici. Donc une fois que la clé API est générée, vous allez tout simplement dans votre automatisation ici. Donc voilà, on va revenir, on va créer notre agent, on va rajouter donc notre modèle. Donc on va aller sur Anthropic Chat Model et donc on va créer notre credential qui voilà, c'est le même procédé hein, pour créer un credential sous OpenAI que sous Anthropic. Tac,
On va insérer notre clé API ici, on va faire un save ici. Donc on va voir si ça marche. Donc la connexion est réussie. Donc voilà. Donc Anthropic Account ici. Donc là vient le moment où il faut sélectionner donc le modèle. Tac. Donc on n'a pas le 3.7 pour l'instant ici dans la liste des modèles. Donc ce que vous allez faire, c'est aller dans la partie expression qui vous permet tout simplement donc de modifier donc votre modèle et vous collez tout simplement Claude 3.7 Sonnet 2025-02-19 ici. Donc c'est ce que vous allez coller ici. Donc si vous retrouvez pas les modèles ici dans la partie fixe ici, donc vous pouvez aller dans la partie expression et mettre voilà le modèle qui n'apparaît pas. Visiblement ici la 3.7 n'apparaît pas, donc vous forcez, donc vous collez tout simplement le modèle en allant dans la partie expression ici. Et donc c'est fait. Hop là, donc on va tester l'agent tout simplement. On va supprimer ça. Ce qu'on veut, c'est plutôt le trigger pour le on-chat. Voilà, parfait. Donc on a le on-chat ici. Donc on va ouvrir notre chat. Attendez 2 secondes. C'est pas encore lié. Donc voilà, parfait. Donc on va ouvrir notre chat. On va dire quels sont les 10 commandements d'un codeur. Tac. Donc là, il tourne, il va chercher dans le module anthropique et boum, et tout de suite j'ai la réponse. Les 10 commandements d'un codeur. Tac. Donc parfait. Donc c'est comme ça que vous pouvez l'intégrer. Donc il y a une autre option, l'option de Open Router que vous pouvez utiliser. Donc Claude 3.7 est présent ici. Vous pouvez utiliser Open Router. Il y a le module Open Router qui est bel et bien présent aussi sur n8n. Donc si vous faites Open Router, vous allez retrouver donc le module Open Router. Et donc Open Router, vu que c'est un large catalogue de modèles de langage, une seule clé API pour voilà tous les modèles de langage, que ce soit propriétaire open source présents sur le marché. Donc vous pouvez donc littéralement utiliser donc Open Router pour le faire, ou soit utiliser tout simplement le module d'Anthropic et utiliser la technique que je vous ai montré. Vu que la 3.7 n'est pas encore dans la liste des modèles, donc il faut donc passer par la partie expression et coller exactement donc le nom du modèle 3.7 Sonnet 2025-02-19. Donc voilà à peu près comment ça marche. Donc voilà tout pour les différentes bases, ce qu'il faut connaître concrètement pour commencer par débuter la création de workflow sous n8n. Si vous avez d'autres questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser. Je referai d'autres vidéos pour approfondir voilà les points clés que vous n'avez pas forcément bien compris dans les 2 vidéos. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine. C'était Mr. Hopi. Prenez soin de vous. Peace.